Alors ça, c'est vraiment un animal infernal. Elle était encore pourchassée, elle était menacée, elle était devenue strictement nocturne depuis des siècles et des siècles de misère que les hommes lui faisaient. Robert Hénard, qui est quand même un des meilleurs pisteurs d'Europe, disait que l'animal qui lui a donné le plus de difficultés, plus que l'ours, le loup et le lynx, c'est la loutre. Et j'ai l'impression que grâce à cette bête, eh bien, finalement j'ai appris à mieux découvrir l'ensemble de la nature. Parce que c'est tellement difficile pour l'observer, elle. Il faut passer tellement d'heures à rechercher des indices, quelques épreintes, quelques traces de pas. Ça paraît tellement ingrat qu'à côté de ça, ça nous donne un temps infini qui nous permet de nous ouvrir sur le reste. C'est elle, en quelque sorte, qui a été le passeur entre moi et le reste de la nature. Quand on veut pister la loutre, on va par exemple sur une petite rivière comme celle-ci, et on se dit, si j'étais une loutre, j'aurais à marquer mon territoire. Ça, c'est la base de tout. Les loutres marquent systématiquement leur territoire avec les épreintes. Hein, c'est ce nom bizarre qu'on donne aux crottes. Alors une épreinte, il n'y a pas plus facile à reconnaître. C'est une petite masse gluante, verdâtre ou noirâtre, de laquelle sortent des petites pointes hérissées qui sont des arêtes, des écailles ou des ossements de batracien. Et puis surtout, elle a une odeur qui est absolument unique. Ça sent, moi je dis, un mélange de poisson et d'huile de lin. Donc, il faut chercher des postes de marquage. Alors en général, c'est des pierres, c'est des tas d'herbes. Dans le marais Poitevin, par exemple, ça peut être des touffes d'herbe ou des morceaux de tronc. C'est vrai qu'il faut se mettre dans la tête de la loutre. On va au bord d'une rivière, on dit, moi si j'étais une loutre, c'est sur cette pierre que je monterais pour faire mon épreinte, c'est là que je marquerai mon territoire, c'est là que je traverserai, c'est là que j'irai choper les truites sous les racines. Oui, c'est vrai qu'on devient un petit peu loutre à la fin. Pourquoi tant de mystères autour de cet animal? Pourquoi déclenchait-elle autant de passion? En tout cas, elle me faisait rêver. Ça faisait une trentaine d'années qu'elle était protégée, et pourtant le mythe restait intact. Toujours aussi difficile à observer, toujours aussi furtive. Alors, pour en savoir plus, je me suis lancée sur ses traces. J'ai commencé par définir un site de prospection. J'avais choisi le marais Poitevin, l'un des bastions de résistance de la loutre en France. Partant de là, j'ai pris une carte et j'ai repéré les ponts, les barrages, les écluses. Ce sont souvent des points de passage obligés pour les loutres qui y marquent alors leur territoire. Je me promenais le long des bords de berges en cherchant les souches et les racines. C'était pas évident de trouver quelque chose dans ce dédale de canaux. Pour l'instant, j'avais trouvé quelques épreintes isolées, mais rien de vraiment significatif. Des traces de passage tout au plus. Je tentais quand même des affûts matin et soir, mais avec aussi peu d'indices, j'avais une chance sur 1000 de tomber au bon endroit au bon moment. C'est au bout de quelques semaines, après avoir exploré le marais de long en large, que j'ai trouvé une piste sérieuse. Des indices très frais qui ne laissaient aucun doute. Je trouvais là mes premières traces. On y voyait clairement les 5 doigts et les ongles collés à la pelote. Tout ça correspondait exactement aux descriptions que j'avais lues. En général, les coulées sont plus difficiles à identifier quand on n'est pas spécialiste. Entre celle d'une loutre et celle d'un ragondin, il n'y a pas grande différence. Mais celle-ci était signée. La sortie était recouverte par un tapis d'épreintes. Un marquage si abondant et régulier qu'il avait tassé la terre et brûlé l'herbe. J'avais appris une technique dans un bouquin qui consistait à poser une pierre à l'entrée du passage. Si la loutre passait dans la nuit, il y avait de fortes chances pour qu'elle utilise ce support bien visible afin de déposer son épreinte.
En revenant le lendemain matin, on pouvait ainsi savoir à coup sûr si elle était passée dans la nuit. Cette fois-ci, c'était le cas. Je commençais vraiment à me prendre au jeu. Ça faisait une semaine que j'étais là, et je trouvais constamment de nouveaux indices, tous plus frais les uns que les autres. C'est comme si j'étais au cœur de son territoire. Je ne voyais pas comment expliquer autrement l'abondance de ces marquages territoriaux. Sakatish, son refuge principal, devait être tout près. En tout cas, il y avait quelque chose qui l'attirait sur cet endroit particulier. Les loutres étaient plutôt décrites comme solitaires et nomades. Grisé par ses premiers succès, je décidai de poser un piège photo. En pleine nuit, le flash met 4 à 5 secondes avant de se déclencher. C'est plus de temps qu'il n'en faut à une loutre pour passer devant l'objectif. Il fallait donc trouver le moyen de la surprendre quand elle s'arrêtait. Pour faire une épreinte, par exemple. Le mieux, c'était donc de poster le piège près d'un site de marquage. Celui-ci me semblait tout indiqué. Le tas qu'elle avait fait en grattant la terre était la preuve qu'elle devait venir ici régulièrement. De toute façon, il y avait des traces fraîches. Une fois le piège posé, il n'y avait plus qu'à attendre. Rien, rien et encore rien. Ce maudit flash se déclenchait toujours trop tard. Je quittais les lieux déçus et trempés. Toute cette pluie allait laver tous les indices et je n'aurais plus qu'à tout recommencer. C'était pas la peine d'insister pour l'instant. J'en étais là quand je suis tombée par hasard sur cet article. A priori, toutes les loutres qu'on trouve mortes, elles sont tuées sur le coup en fait, sur la route. Cette année, sur les 100 000 hectares du Marais Poitevin, on a trouvé 10 cadavres de loutres. Il y en a, c'est sûr, plus. 10 cadavres sur 100 000 hectares, c'est quand même assez énorme quand on connaît le domaine vital de la loutre qui est d'entre 1000 et 2000 hectares. Pour nous, pour les actions qu'on mène en ce moment sur le Marais Poitevin, ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'information et la localisation exacte des points d'impact pour pouvoir essayer de proposer des aménagements.
Donc là voilà, on est sur le loutre-duc de Saint-Denis-du-Péray. C'est en fait une buse qui est mise hors d'eau et qui est parallèle à l'ouvrage hydraulique, et donc qui passe sous la route. À chaque entrée, il y a une espèce de pente douce, là, comme on peut voir, là, en béton, qui amène jusqu'à l'eau. Le troisième élément, c'est une espèce de petite palissade pour dissuader les loutres de passer, quoi. Au niveau technique, c'est quelque chose qui est très facile à faire. Et par rapport au prix d'une route et de l'entretien d'une route, c'est vraiment quelque chose qui est réaliste, quoi. C'était quand même pas de chance pour ces loutres. Maintenant qu'elles commençaient juste à regagner du terrain, voilà qu'elles devaient faire face à de nouveaux problèmes, et pas des moindres. Les voitures, la pollution, la destruction de leurs habitats, le dérangement. Avec tout ça, la seule loutre que j'avais vue était congelée dans un sac poubelle. Triste vision de cet animal qui me paraissait si insaisissable et qui m'inspirait tant de respect. Je suis quand même retournée sur les lieux, par acquis de conscience. Je me disais qu'après tous ces efforts, toutes ces heures d'attente et de recherche, la prochaine fois serait forcément la bonne. C'était toujours comme ça avec la loutre. Et c'est là qu'elle m'a surpris. Je suis revenue quelques semaines plus tard. Le printemps avait totalement changé le décor, mais elle était toujours là. Je me suis demandé alors comment ça avait été possible. Cette façon de pêcher en plein jour, à quelques dizaines de mètres seulement de moi, me paraissait être un comportement totalement inhabituel pour une loutre. J'ai réalisé alors que depuis le début, je n'avais rien compris. Ce n'était pas moi qui lui avais volé cette rencontre, mais bien elle qui me l'avait offerte, tolérant simplement ma présence. Alors que je pensais pouvoir anticiper ses mouvements, c'était elle qui m'avait totalement surprise. C'est que j'avais compté sans son extraordinaire adaptabilité et sa capacité à déjouer toutes nos hypothèses. Alors c'était ça le mystère de la loutre. Totalement imprévisible, un vrai fantôme.